Certains diraient que c'était un simple déjà-vu, mais pour moi, c'était autre chose. J'y repense encore parfois, et un frisson me parcourt à chaque fois. J'avais autour de 10 ans, c'était un dimanche tranquille comme on les aimait chez nous. Tout le monde faisait la sieste, la maison était silencieuse. J'étais dans ma chambre, assis sur mon lit, en train d'écrire dans mon journal. À un moment, j'ai levé les yeux et j'ai vu la tête de ma mère dépassant du cadre de la porte. Juste sa tête, penchée complètement sur le côté, presque à angle droit avec le mur. Son cou paraissait anormalement long, les muscles tendus sous la peau. Son visage avait quelque chose d'étrange, comme déformé. Ses yeux semblaient un peu trop grands, sa bouche allongée, figée dans une expression que je ne lui avais jamais vue. Pendant une seconde, j'ai cru que c'était un masque. J'ai baissé les yeux vers mon cahier pour lui dire « Regarde, j'ai dessiné ». Et quand j'ai relevé la tête, il n'y avait plus rien. La porte était vide. J'ai bondi du lit, traversé le couloir en courant, et je l'ai trouvé allongé sur le canapé du salon, profondément endormi. Je n'ai jamais su ce que j'avais vu ce jour-là. Peut-être que j'avais rêvé les yeux ouverts, ou que quelque chose d'autre s'était glissé dans la maison. Ce n'était pas la seule chose étrange qui s'est passée là-bas, mais c'est celle dont je me souviens le plus clairement. Il y a quelques années, j'ai eu un accident de voiture. Je roulais en direction d'une intersection quand j'ai eu comme un blackout. J'ai repris conscience environ aux 2/3 du passage, en plein feu rouge, roulant à 30 ou 35 miles à l'heure, droit à travers l'intersection. J'ai quitté la route, traversé un fossé et percuté un arbre ou un buisson. À part quelques égratignures au bras, un bleu à la jambe gauche, un mal de tête violent et une légère douleur à la nuque, rien de pire qu'un torticolis, j'étais presque intact. Un peu désorienté, mais conscient. J'ai pris mon sac à dos et je suis remonté vers la route. Une ambulance était déjà là, et une voiture de police arrivait avec les gyrophares allumés. Je ne pouvais pas être resté dans la voiture plus de quelques minutes avant d'en sortir. Les ambulanciers m'ont dit qu'ils passaient justement par là et qu'ils m'avaient vu quitter la route. Ils m'ont demandé si j'étais blessé. J'ai menti en disant que je portais ma ceinture de sécurité, alors que ce n'était pas le cas. L'un d'eux s'en est probablement rendu compte, parce qu'il a vérifié les marques sur ma poitrine et m'a lancé un regard étrange. Ils ont insisté pour m'emmener à l'hôpital. Là-bas, les infirmiers, les médecins et les assistants m'ont bombardé de questions sur mon blackout. Ils ont fait des tests sanguins, urinaires, posé une tonne de questions. J'ai dit que je n'avais aucun souvenir de ce qui s'était passé avant que tout devienne noir. Les tests sont revenus négatifs pour l'alcool et la drogue. Les policiers, rassurés, sont partis, et après les examens, j'ai pu rentrer chez moi et m'occuper de l'assurance. Le plus troublant, c'est qu'environ une semaine plus tard, mon père a eu un accident au même endroit, sur cette même route. Il refuse d'en parler. Chaque fois que j'essaie d'aborder le sujet, il se referme complètement, me dit qu'il n'y a rien à dire. Et ce silence rend tout ça encore plus étrange. J'ai vécu dans le nord du Japon pendant 2 ans, il y a plus de 10 ans maintenant. À l'époque, j'avais une ligne fixe avec un plan d'appel longue distance. Pour passer un appel à l'étranger, je devais composer un code, une suite interminable d'une vingtaine de chiffres avant le numéro. Un mois, en regardant ma facture, j'ai remarqué plusieurs appels vers un numéro inconnu. Ce qui m'a frappé, c'est que ce numéro se trouvait dans ma ville natale, à l'autre bout du monde, et que ces appels avaient été passés au beau milieu de la nuit. Je n'avais aucun souvenir d'avoir décroché le téléphone à ces heures-là. Intrigué, j'ai demandé à ma mère, qui travaillait dans une grande compagnie de téléphonie, de vérifier à qui appartenait ce numéro. Quand elle m'a rappelé, sa voix avait une hésitation inhabituelle. Le numéro appartenait au cabinet de mon ancien pédiatre, celui qui m'avait toujours mis mal à l'aise quand j'étais enfant. Je n'avais jamais eu son numéro, et je n'aurais pas pu le retrouver de toute façon, car je n'avais pas d'accès Internet dans mon appartement au Japon. J'étais certain de ne l'avoir jamais appelé,
ni lui ni son cabinet. Le plus dérangeant, c'est que certains de ces appels duraient plus de 20 minutes. D'autres quelques minutes seulement. J'ai pensé à une erreur du fournisseur, mais comment une erreur aurait-elle pu générer un numéro si précis, non seulement dans mon pays d'origine, mais dans ma propre ville, et chez cette personne en particulier? Pendant des semaines, je n'ai plus dormi sereinement. Parfois, je croyais entendre le téléphone grésiller, comme s'il allait sonner. Une fois, je l'ai décroché sur un réflexe, et j'ai entendu un souffle, lent, régulier, presque mécanique. J'ai raccroché aussitôt. Le lendemain, il n'y avait rien d'inscrit sur le journal d'appel. Mon ex et moi étions dans ma voiture, musique à fond, à discuter de tout et de rien. Un morceau qu'on aimait bien démarre, on le connaît par cœur, alors on se met à chanter. La chanson se termine, et là je remarque un truc bizarre. Il manquait une partie, une petite séquence d'environ 5 secondes juste avant le moment où le rythme explose. Je le dis à voix haute, un peu surpris, et elle me répond qu'elle aussi l'a remarqué. Alors on relance la chanson. Rien. Toujours ce passage manquant. On recommence encore une fois, attentif cette fois-ci, en scrutant chaque transition. Rien du tout. Le morceau s'enchaîne parfaitement, comme si cette section n'avait jamais existé. On sort son téléphone, on l'a fait écouter depuis sa bibliothèque à elle. Même chose. On vérifie la durée du titre sur YouTube, identique à celle de nos versions téléchargées. Pas une seconde de différence. À ce moment-là, on commence à se sentir un peu idiot, un peu nerveux aussi. On savait exactement ce qu'on avait entendu avant, on l'avait même fredonné ensemble des dizaines de fois. Et pourtant, ce petit passage semblait avoir été effacé de toutes les versions possibles, comme s'il n'avait jamais fait partie du morceau. On décide d'en parler à mes parents, histoire d'avoir un avis extérieur. En entrant dans la maison, on relance la chanson une dernière fois, presque pour se prouver qu'on n'était pas fou. Et là, sans avertissement, le passage est revenu. Exactement comme avant. Les 5 secondes manquantes, le beat, tout. La chanson n'avait pas changé de durée, aucun signe qu'elle ait été modifiée. On s'est regardé sans un mot. Ni l'un ni l'autre n'a pu expliquer ce qui s'était passé. 2 téléphones, un morceau téléchargé depuis 2 sources différentes, et la même portion qui disparaît puis revient sans raison. J'ai fait un rêve une fois, à l'époque où je travaillais dans une maison hantée, et il m'est resté gravé dans la mémoire. C'était étrange, troublant, et encore aujourd'hui je ne parviens pas à lui trouver un sens. Dans ce rêve, il y avait un homme âgé, un prêtre, et ma mère. Tous deux essayaient de me dire un nom, mais je n'arrivais pas à les entendre clairement. Je ne distinguais qu'une seule lettre, un L, suspendu dans l'air, comme si elle était plus importante que le reste. Ma mère paraissait bouleversée, inquiète, alors que le prêtre, lui, gardait un calme presque irréel. Je me souviens de chaque détail de la maison autour de nous, des murs ternis, de la lumière vacillante qui traversait les rideaux, des planches qui craquaient sous mes pas. Et c'est ce qui m'a le plus surpris, car je ne me rappelle presque jamais mes rêves. Le lendemain, j'en ai parlé à ma mère. Quand je lui ai décrit la maison, elle m'a demandé davantage de détails. À mesure que je parlais, son visage a changé. Elle m'a interrompu et m'a dit que la maison que je décrivais était celle de mon arrière-grand-mère, celle où elle passait souvent du temps lorsqu'elle était enfant. Cette maison avait été vendue depuis près de 30 ans, et moi, je n'y avais jamais mis les pieds, ni même vu une seule photo. Pourtant, selon elle, je l'avais décrite avec une précision impossible. Le plus étrange restait le prêtre. Ma mère m'a demandé à quoi il ressemblait. Quand je lui ai raconté, elle est restée silencieuse un moment avant de me dire qu'il correspondait en tout point à un parent éloigné, un oncle qui vivait à Rhode Island. Il était encore en vie, ordonné prêtre depuis longtemps. Je ne l'avais jamais rencontré, ni même su qu'il existait. Dans la famille, on disait en riant qu'après être tombé d'un arbre et s'être cogné la tête, il était devenu un peu fou. Depuis, ce rêve me revient parfois, toujours aussi clair. Parfois,
je me demande si ce n'était pas simplement un souvenir emprunté, un fragment de mémoire venu d'ailleurs. Ou peut-être qu'à travers ce rêve, quelqu'un essayait simplement de me dire quelque chose que je n'étais pas encore prêt à entendre. J'ai subi une opération et j'ai vécu une expérience de sortie du corps. C'était complètement dingue. Je me souviens des médecins en train de préparer les instruments, de les entendre parler entre eux, mais leur voix ressemblait plus à des murmures qu'à des mots distincts. Je me souviens aussi d'une blague qu'ils ont faite, et puis j'ai vu mon propre dos s'ouvrir là où ils faisaient l'incision. Au début, j'ai eu très peur, puis tout s'est éteint. Quand j'ai rouvert les yeux, j'étais dans un lit d'hôpital, presque un jour plus tard. Une autre fois, après la mort d'un ami proche, j'étais complètement saoul. Je suis rentré dans ma chambre, plongé dans le noir complet, et j'ai vu 3 boules de lumière flotter dans l'air. Elles bougeaient lentement, comme suspendues. Elles étaient de tailles différentes. J'ai allumé la lumière, elles étaient toujours là. J'ai éteint, et elles avaient disparu. Ensuite, je me suis écroulé sur mon lit. Mais je me suis toujours demandé ce que c'était, ces lumières. Et maintenant que j'y pense, il y a eu encore autre chose. Quand j'avais 15 ans, je me suis réveillé dans une sorte d'état de rêve. Toute ma chambre était envahie d'une brume bleu foncé. J'ai ressenti une terreur pure, comme si je n'étais pas censé être là, comme si ma présence était une erreur. J'ai voulu me réveiller pour de bon, et quand j'y suis parvenu, j'ai eu cette sensation atroce que je ne peux décrire autrement que comme des insectes rampant sous ma peau. C'était une impression physique, comme si ma peau bougeait vraiment. J'ai levé les mains, bougé les doigts, et la sensation s'étendait jusqu'au bout. C'était terrifiant. Je n'ai pas dormi du reste de la nuit. Je me suis simplement levé et j'ai joué aux jeux vidéo jusqu'au matin. C'est la chose la plus étrange qui me soit arrivée, et rien que d'y repenser, j'ai l'impression de devenir fou. Mon trajet quotidien dure environ 40 minutes. J'ai 2 options, passer par les petites routes ou prendre la route principale. Pendant plusieurs jours, j'ai évité cette dernière, car des travaux y avaient lieu, et j'ai préféré les chemins secondaires pour gagner du temps. Un matin, je décide de reprendre la route principale. À ma grande surprise, une portion particulièrement agaçante venait d'être entièrement refaite. Le bitume était neuf, lisse, sombre, encore un peu brillant sous la lumière du matin. Ils avaient aussi ajouté des marquages tout frais, la voie de droite devait tourner à droite, celle de gauche continuait tout droit. J'étais sincèrement content. Je me souviens même avoir pensé que je n'aurais plus à attendre qu'une voiture bloque le feu rouge pour aller tout droit alors que je voulais tourner. Le lendemain, je reprends les petites routes, par habitude. Et le jour d'après, je retourne sur la route principale. Mais cette fois, quelque chose cloche. En arrivant à la portion refaite, tout semble avoir disparu. Le bitume est redevenu ancien, fissuré, gris. Les nouvelles lignes n'existent plus. C'est exactement comme avant les travaux. Je m'arrête un instant, sidéré. Ce n'est pas possible. Ils n'auraient jamais pu défaire tout un revêtement, enlever les marquages, remettre l'ancien goudron en une seule journée. C'est absurde. Et pourtant, tout est revenu à son état d'origine, comme si rien n'avait jamais été modifié. Depuis, chaque fois que je repasse par là, j'ai ce même sentiment étrange. Comme si, pendant une journée, j'avais glissé dans une version légèrement différente de la réalité, un endroit où la route avait bel et bien été refaite. Peut-être que c'était un rêve éveillé, ou un instant volé à un autre monde. Mais je sais ce que j'ai vu. Et personne ne pourra jamais me convaincre du contraire. Il y a plusieurs choses qui me sont arrivées et que je n'ai jamais réussi à comprendre. La première fois, c'était banal. J'avais posé une bouteille en plastique sur le buffet de la cuisine, et l'instant d'après, elle m'a violemment rebondi au visage comme si quelqu'un l'avait lancée avec force. J'ai essayé de reproduire le mouvement, de voir si elle pouvait glisser ou rouler d'une certaine manière, mais rien n'y faisait. C'était comme si une main invisible l'avait projetée. Quelques semaines plus tard, sur le chemin du retour après les cours,
j'étais assis dans le bus, les écouteurs dans les oreilles. La musique s'est interrompue d'un coup, remplacée par ma propre voix, mais à l'intérieur de ma tête. Elle m'a dit calmement qu'une voiture allait presque me percuter en descendant du bus. J'ai passé tout le trajet à y penser, à me répéter que ce n'était qu'une idée absurde. Pourtant, en descendant, j'ai traversé sur le passage piéton, et une voiture a surgi à toute vitesse, manquant de m'accrocher de quelques centimètres. La dernière chose dont je me souviens, c'était dans le petit village où j'ai grandi. Je restais souvent éveillé la nuit pour jouer ou regarder des vidéos, entre 1 et 3 heures du matin. À cette heure-là, je sentais régulièrement un petit coup dans le dos, comme si quelqu'un me donnait un léger coup de doigt pour attirer mon attention. Au début, j'ai cru à des spasmes musculaires, mais ça revenait trop souvent, toujours à la même heure. Ce n'est qu'après avoir déménagé que ça s'est arrêté, du jour au lendemain. Parfois, j'ai l'impression que certaines choses nous suivent sans qu'on les voie, et qu'elles finissent par se lasser avant de passer à quelqu'un d'autre. Je n'ai jamais vraiment su comment expliquer ça, mais depuis que j'étais enfant, vers 7 ou 8 ans, il m'arrivait quelque chose d'étrange. Par moments, sans raison, j'avais comme des pensées, des sortes de flashs. Ce n'étaient pas vraiment des visions, plutôt des fragments, des images très brèves accompagnées d'une émotion précise, de l'anxiété, de la joie, de la tristesse, parfois même une odeur. Ça passait vite, en quelques secondes, comme un souvenir qui surgirait sans contexte. Le plus étrange, c'est qu'il m'arrivait souvent de revivre exactement ces scènes plus tard. Parfois quelques jours après, parfois des semaines ou même des mois. Je me retrouvais dans un lieu, avec les mêmes gens, à dire les mêmes mots, à ressentir la même chose. Et tout d'un coup, je me souvenais de ce petit pré-souvenir que j'avais eu, cette impression de déjà-vu mais en plus nette, comme si je l'avais su à l'avance. Quand j'étais petit, ça m'arrivait souvent. J'étais capable de reconnaître la différence entre ces flashs et mes pensées normales, ils avaient une texture particulière, une présence presque physique. Et malgré leur étrangeté, ça ne me faisait pas peur. C'était juste fascinant. Avec le temps, c'est devenu plus rare. Aujourd'hui j'ai 17 ans, et je n'en ai plus depuis longtemps. Parfois, ça me manque un peu. Peut-être que c'était simplement mon esprit d'enfant, encore en pleine construction, qui mélangeait imagination, mémoire et intuition. Ou peut-être que c'était autre chose, quelque chose que j'ai perdu en grandissant, cette capacité à sentir avant de comprendre. Une fois, j'ai reçu un appel de mon meilleur ami vers 1 heure du matin. Sa voiture était tombée en panne sur le chemin du retour, et il m'a demandé de venir lui filer un coup de main. J'ai raccroché, mis mes chaussures et pris ma voiture. En route, j'ai remarqué un grand terrain vide où plusieurs voitures étaient garées en cercle, leurs phares allumés. Au centre, un groupe d'hommes formait aussi un cercle. C'était vraiment étrange, mais comme j'étais à Ciudad-Juárez, à l'époque où la violence liée à la drogue était à son comble, je n'ai pas cherché à comprendre et j'ai continué à conduire sans regarder en arrière. Je me suis arrêté à une station-service, à 5 minutes de chez moi, pour faire le plein et j'ai rappelé mon ami pendant que la voiture se remplissait. Il m'a dit que, par miracle, sa voiture s'était remise à fonctionner et qu'il rentrait lentement chez lui, mais il m'a supplié de rester au téléphone, car il avait un très mauvais pressentiment. Je suis donc remonté dans ma voiture et j'ai repris la route tout en lui parlant. En repassant près du terrain vide, il n'y avait plus rien, plus aucune voiture, plus personne. J'étais parti à peine 10 minutes, et pourtant il n'y avait eu aucun mouvement de voiture sur la route. Bizarre. Une fois rentré chez moi, j'ai refermé la porte, et mon ami m'a dit qu'il arrivait aussi près de chez lui, que tout allait bien. On a raccroché. C'est là que j'ai regardé mon téléphone, il était 4 heures du matin. J'ai cru à un bug, alors j'ai vérifié les autres horloges de la maison. Tout affichait la même heure. J'ai rappelé mon ami, et lui aussi avait remarqué que 3 heures s'étaient écoulées. On a tous les deux commencé à paniquer. D'après la distance que nous avions parcourue, tout le trajet n'aurait pas dû prendre plus de 30 à 35 minutes, pas 3 heures. J'ai même vérifié le reçu de la station-service, j'avais fait le plein à 1h20. Encore aujourd'hui,
On ne comprend pas ce qui s'est passé cette nuit-là. Ah, et le lendemain, quand il a emmené sa voiture au garage, les mécaniciens ont constaté que le système d'allumage était hors service. Ils n'ont jamais pu expliquer comment il avait réussi à redémarrer pour rentrer chez lui. Quand j'étais plus jeune, je voyais ce que j'appelais des ombres de personnes ou de choses avant qu'elles ne soient réellement là. Les plus marquantes me sont restées gravées, même si des versions plus légères se produisent encore de temps en temps aujourd'hui. La première fois que j'ai remarqué une de ces ombres, c'était quand ma mère, ma sœur et moi avons emmené ma grand-mère dans un restaurant chinois. Nous étions seuls dans une salle, mais j'ai vu une famille asiatique assise à la table voisine. Je les voyais clairement, comme s'ils étaient là pendant tout le repas. Puis, en partant, la même famille, exactement la même, est entrée dans la salle et s'est installée à la table où je les avais vus. Cette scène me hante encore, surtout parce que l'image était restée si longtemps avant leur arrivée réelle. Une autre fois, j'ai vu mon chien entrer dans le salon. Je montais à l'étage et j'ai dit à ma sœur de lui faire signe de venir, puisqu'elle est sourde et qu'on lui a appris des gestes. Ma sœur m'a regardé, complètement perdue, disant que le chien n'était pas venu vers elle. J'étais frustré, pensant qu'elle l'a gardé exprès en bas, jusqu'à ce que j'entre dans ma chambre et voie mon chien profondément endormi sur mon lit. C'était une autre ombre. J'ai aussi vu une fois la trajectoire d'une balle de golf que mon père allait frapper, avant même qu'il ne donne son coup. La balle a suivi exactement le même trajet dans la réalité quelques secondes plus tard. Et il m'est arrivé de voir quelqu'un tourner un coin de rue et de me décaler instinctivement pour éviter de le heurter, juste avant qu'il apparaisse réellement. Aujourd'hui, cela m'arrive encore, mais beaucoup moins fort. Ce sont souvent de simples ombres aperçues du coin de l'œil quelques secondes ou une minute avant que quelqu'un n'arrive par derrière, ou une forme sombre à l'endroit exact où quelque chose finit par apparaître peu après. J'avais environ 12 ans et je vivais chez ma mère. Ce jour-là, j'avais passé tout l'après-midi à ranger et nettoyer ma chambre à fond. J'avais même vaporisé du feu Bresse sur mes oreillers et mes draps pour que tout sente bon. Comme je ne voulais pas abîmer mon lit fraîchement fait, je me suis allongé sur le sol, satisfait de voir la pièce enfin impeccable. Quelques minutes plus tard, sans prévenir, quelque chose m'a frappé légèrement à l'épaule. C'était une pièce de 10 cents. Je me suis redressé d'un bond, surpris. Il n'y avait rien au-dessus de moi, pas d'étagère, pas d'endroit d'où elle aurait pu tomber. J'ai d'abord cru que c'était mon frère, mais la porte était à peine entr'ouverte et j'étais couché de l'autre côté de la pièce. Même en lançant fort, il n'aurait pas pu l'atteindre. J'ai fini par en rire, mais pendant un moment, j'ai eu cette sensation étrange qu'on venait de m'observer, juste assez longtemps pour me faire sursauter. Des années plus tard, un autre incident nous a fait rire nerveusement. Dans le sous-sol, il y avait un grand miroir, très lourd, appuyé contre le mur, le côté réfléchissant tourné vers le haut. Un jour, on a entendu un bruit sourd. En descendant, on a découvert que le miroir avait basculé entièrement vers l'avant, reposant maintenant face contre le sol, sur un tas de vieilles affaires. On avait bien 2 chats à l'époque, mais aucun n'aurait pu faire bouger un objet aussi massif. Depuis, ma mère et moi disons toujours en plaisantant que c'était le chat fantôme qui s'amusait. Quand j'avais 17 ans, je me suis réveillé un matin avec une sensation que je n'oublierai jamais. C'était comme une urgence dans ma poitrine, une nécessité absolue, inexplicable, il fallait que je contacte mon ex. Son nom résonnait dans ma tête sans arrêt. Brittany. On avait été ensemble par périodes, des hauts, des bas, mais toujours ce lien invisible entre nous. Cela faisait plusieurs mois qu'on ne s'était pas parlé, pourtant ce matin-là, tout mon être me criait que je devais la joindre. J'ai passé la journée entière à essayer. C'était avant les portables, à une époque où seul un petit nombre de gens avaient un bip ou un téléphone à eux. J'ai appelé des amis, de la famille, n'importe qui aurait pu savoir où elle était. Je crois que j'ai fait une 50aine d'appels ce jour-là. Rien. À chaque fois, la même frustration, le même silence de l'autre côté du fil. Puis, vers 17h, sans prévenir, cette urgence s'est éteinte.
Comme si quelque chose s'était dénoué en moi. Je n'ai pas compris pourquoi. 1 heure plus tard, le téléphone a sonné. C'était un de nos amis communs. Je me souviens encore du ton de sa voix, hésitant, brisé. Il m'a dit que Brittany était morte dans un accident de voiture, à peu près 1 heure plus tôt. J'ai senti tout l'air quitter la pièce. Je suis resté figé, incapable de parler. Je savais, au fond de moi, que si j'avais réussi à la joindre, si elle m'avait décroché à un moment, n'importe quand, tout aurait changé. Peut-être qu'elle aurait quitté la maison plus tard, pris une autre route, ou ralenti juste assez pour éviter cette voiture. Cette idée m'a rongé pendant des années. J'avais entendu parler de ce gourou de yoga un peu nouvelle génération dont tout le monde parlait autour de moi. Mes collègues n'arrêtaient pas d'en dire du bien, alors je me suis dit, pourquoi pas essayer? J'ai suivi son premier cours, puis, quelques mois plus tard, le cours avancé. Jusque-là, tout allait bien. Il y avait certaines règles à respecter, l'une d'elles étant de ne jamais pratiquer le yoga en pleine nuit. Quand j'ai demandé pourquoi, on m'a expliqué que cette période était réservée aux yogis avancés, à ceux qui s'étaient détachés du monde matériel, pas aux gens qui vivaient encore dans la société. Mais comme j'étais étudiant, et que je faisais tout la nuit, j'ai décidé d'ignorer cette règle et de pratiquer à mon heure habituelle, vers 2 ou 3 heures du matin. Je l'ai fait chaque nuit pendant environ 6 mois. Je dormais mieux, ma mémoire s'était améliorée, et j'avais besoin de moins de sommeil. 5 ou 6 heures suffisaient pour que je me réveille frais et alerte. Puis, un soir, après ces 6 mois de pratique nocturne, j'ai vécu quelque chose d'étrange. Avant de continuer, il faut préciser que j'étais encore puceau à l'époque, très réservé avec les femmes. Ce soir-là, j'étais profondément concentré sur ma séance. J'ai eu la sensation de flotter, ou d'être incroyablement léger. Il faisait frais dans ma chambre, pourtant j'avais une chaleur intense dans tout le corps. Et soudain, j'ai eu l'impression que quelqu'un s'était assis à côté de moi. Je sentais l'enfoncement du matelas, juste là, près de moi. J'ai ouvert les yeux, et ce fut sans doute le moment le plus terrifiant de ma vie. La pièce était plongée dans l'obscurité, mais un peu de lumière filtrait du couloir. J'ai vu une silhouette noire, assise tout près, qui me fixait. On aurait dit une créature couverte de poils, même sur le visage, avec seulement un reflet rougeâtre dans les yeux. Et j'ai remarqué qu'elle avait une poitrine. Je suis resté figé, incapable d'émettre le moindre son. La créature s'est penchée vers moi, comme pour me dire quelque chose à l'oreille, et j'ai bondi hors du lit pour me réfugier dans le couloir. J'ai lavé mon visage, il était brûlant. Dans le couloir, l'air était froid. Quand je suis retourné dans ma chambre, je me suis aperçu qu'il y avait 2 marques sur le lit, la mienne et une autre, juste à côté. J'ai touché celle-ci, elle était encore chaude, comme si quelqu'un venait de s'y asseoir. J'ai fini par me calmer et me suis rendormi. Le lendemain, j'ai ressenti quelque chose d'étrange. C'est difficile à expliquer, mais c'était comme si je pouvais deviner ce que les femmes pensaient de moi. En entrant en classe, sans même regarder, je savais quelle fille était attirée par moi. Je sentais une sorte de frisson au niveau du cœur, dirigé vers celle qui me regardait. Chaque fois que je levais les yeux, la fille détournait aussitôt le regard. Cette sensation revenait à chaque fois qu'une fille me fixait. C'était précis, instantané. Je pouvais littéralement savoir qui s'intéressait à moi. Cette impression a duré environ 1 jour et demi. Ensuite, elle a disparu. Mais j'avais retenu qu'il m'avait manifesté de l'intérêt. Et au fil des mois suivants, j'ai eu des relations avec plusieurs de ces filles. J'étais stupéfait de la tournure que prenait ma vie. Plus tard, en cherchant sur Internet, j'ai découvert qu'il existait dans certaines traditions la croyance en un esprit protecteur féminin, une entité qui protège les femmes et qui serait décrite comme entièrement nue, couverte de poils. J'en ai conclu que c'était peut-être elle que j'avais vue, et que son contact m'avait, d'une manière ou d'une autre, ouvert une perception spéciale. Je n'en ai jamais parlé au gourou ni à ses disciples. La vie m'a ensuite emporté ailleurs, je cherche encore du travail, mais une chose est sûre, depuis cette nuit-là, ma confiance en moi, surtout avec les femmes, n'a plus jamais été la même.
Un jour, quand tout sera plus stable, j'irai revoir le gourou pour lui demander ce que c'était vraiment, et s'il est possible d'aller plus loin que simplement ressentir ce genre de choses. Mon père avait perdu l'usage de ses jambes peu après sa retraite, dans sa soixantaine avancée. Les années qui ont suivi ont été une longue succession d'opérations du dos, de convalescence et de rechutes. Il rentrait chez lui, se remettait un peu, puis repartait à l'hôpital. Cela a duré plus de 10 ans. Il vivait sur la côte est. Son frère, lui, avait passé sa vie à fumer et avait fini par développer un cancer. Il s'était installé sur la côte ouest, loin de tout le monde. Les deux frères ne se sont jamais revus. Un matin, tout s'est arrêté. Mon père est mort soudainement, victime d'un anévrisme. Ce qui est ironique, c'est que toutes les restrictions qu'il s'imposait depuis des années, les privations, les précautions, les régimes, n'auraient rien changé. Rien de ce qu'il craignait ne l'a tué. J'en garde une leçon simple, profiter de la vie, mais avec mesure. Pendant ce temps, mes cousins ont décidé de ne pas annoncer la nouvelle à mon oncle. Il était affaibli par la maladie et ils avaient peur que le choc aggrave son état. Ils ont préféré attendre un moment plus propice. Sauf que, dans les jours qui ont suivi, mon oncle a commencé à parler de manière étrange. Il disait à tout le monde que le fils de son frère, moi ou mon frère, lui rendait visite. D'après lui, ce visiteur restait debout dans l'embrasure de la porte, silencieux, refusant d'entrer, comme s'il attendait quelque chose. Mes cousins ont fini par m'appeler pour me demander si j'étais passé le voir. Je leur ai répondu que non, et évidemment, nous étions encore occupés à organiser les funérailles de mon père. Une semaine plus tard, mon oncle est mort à son tour. Depuis, ma cousine est convaincue que ce n'était pas moi qu'il voyait, mais une version plus jeune de mon père, venue l'attendre. Ma première petite amie avait 17 ans. Aucun de nous ne croyait au côté mystique du tarot, mais on trouvait ça amusant d'y jouer, un peu comme un test psychologique. Je n'y crois toujours pas, mais il y a quelque chose que je n'ai jamais réussi à expliquer. Il y avait un homme plus âgé qu'elle connaissait en ligne depuis son enfance, un ami très proche. Elle m'avait raconté que lorsqu'elle avait 13 ans, ils s'étaient rencontrés en vrai dans un hôtel, avec sa mère à elle et la femme de cet homme. Ce jour-là, il lui avait offert un jeu de tarot, celui qui allait devenir son préféré. Détail étrange, le jeu était encore sous plastique lorsqu'il le lui avait donné, et elle n'était jamais entrée dans sa chambre. Pourtant, en repartant, ils ont découvert qu'il manquait une carte. En cherchant, ils ont fini par la retrouver sous le lit de la chambre d'hôtel de l'homme. C'était le 8 d'épée. Sur cette carte, dans un jeu traditionnel, on voit une femme aux yeux bandés et ligotés, entourée d'un cercle d'épée. Ce n'est pas une carte très positive, mais comme on ne croyait pas à tout ça, on avait juste trouvé l'histoire un peu étrange. Elle disait qu'elle tirait souvent cette carte, sans trop savoir pourquoi. On faisait des tirages presque tous les soirs ensemble, souvent avec ce même jeu. Et pratiquement à chaque fois qu'elle faisait une lecture pour elle-même, le 8 d'épée ressortait. J'avais fini par compter à l'époque, et c'était environ 9 fois sur 10 sur une période de 5 à 6 mois. Elle tirait aussi souvent le 9 et le 10 d'épée, mais un peu moins fréquemment, peut-être une fois sur 2. De mon côté, j'utilisais souvent le même jeu, mais ces cartes-là sortaient rarement. Mes tirages étaient parfaitement normaux, sans motif particulier. Finalement, on a découvert que cet homme, celui associé à cette carte depuis le début, l'avait agressée sexuellement le jour de leur rencontre quand elle avait 13 ans. Et il avait continué à abuser d'elle-même après que nous ayons commencé à sortir ensemble. Il lui avait fait croire qu'il était la seule personne capable de l'aimer et qu'elle devait lui rendre cette affection. Elle était prisonnière d'une relation destructrice et abusive, encouragée en plus par sa mère, qui pensait que cet homme la guiderait à travers une sorte d'apocalypse. Ensuite, il s'est passé d'autres choses affreuses et improbables, comme le fait que l'assistante sociale à qui elle s'était confiée faisait partie d'un réseau de prostitution impliquant des enfants, ce qui a fait échouer toute l'enquête. Mais ce qui m'a toujours semblé le plus étrange, c'est cette coïncidence avec la carte. Nous avions gardé des notes à l'époque,
donc ce n'était pas un souvenir déformé. Elle avait même retrouvé de vieux emails et messages où l'homme parlait du fait que la carte avait été retrouvée sous son lit et qu'elle ressortait souvent dans leur tirage. Je ne crois toujours pas que le tarot ait quoi que ce soit de magique, et elle non plus n'y croyait plus après ça. Mais c'est quelque chose que je n'ai jamais su vraiment expliquer. Après mes études, j'ai commencé à envoyer des CV un peu partout, et j'ai reçu un appel d'une société de services financiers. Le poste concernait les transactions de nuit, ce qui signifiait un horaire de travail pendant les heures de garde. Même l'entretien était prévu à 11 heures du soir. Ce soir-là, je suis sorti plus tôt pour avoir le temps de trouver le bâtiment. Je n'avais pas remarqué le panneau qui annonçait des travaux sur la rue voisine, ni que la circulation avait été déviée. Cette rue était normalement à sens unique, alors, par réflexe, j'ai regardé du côté habituel avant de traverser. Je n'ai pas vu le bus arriver à toute vitesse par l'autre sens. Au moment précis où j'allais poser le pied sur la chaussée, j'ai senti une main m'attraper brusquement par le bras, juste au-dessus du coude, et me tirer en arrière. C'était un geste sec, ferme, presque urgent. Le bus a frôlé le trottoir dans un grondement de moteur, si proche que le souffle m'a giflé le visage. Je suis resté figé, le cœur battant, incapable de bouger pendant quelques secondes. Quand j'ai enfin repris mes esprits, j'ai voulu remercier la personne qui m'avait tiré en arrière, mais il n'y avait personne. Le trottoir était vide. Quelques heures plus tard, dans la salle d'attente du bâtiment, j'essayais encore de me calmer. Une femme assise à côté de moi, une autre candidate, m'a soudain regardé et m'a dit d'une voix douce, « Vous êtes quelqu'un de chanceux. Vous avez tendance à attirer les accidents, mais rien de grave ne vous arrive jamais, parce que quelqu'un veille sur vous. » Je n'ai rien répondu, mais j'en ai eu la chair de poule. Elle ne pouvait pas savoir. J'ai toujours eu ce genre d'histoire, enfant, j'ai failli me noyer et on m'a cru mort pendant plusieurs minutes, j'ai été projeté hors d'une voiture lors d'un accident frontal. Quand j'étais plus jeune, je suppliais constamment mes parents de me prendre un chien. À force d'insister, ils ont fini par céder. Mais au lieu d'un chien, j'ai eu un chat, que j'ai appelé Cosmo. Au début, je n'étais pas sûr d'aimer autant un chat qu'un chien, mais il s'est révélé génial, et je me suis très vite attaché à lui. Un jour, juste avant les vacances de Noël, je rentrais de l'école. Je me souviens m'être dit en marchant, « Waouh, j'ai vraiment passé une super journée. » J'étais de très bonne humeur et j'avais hâte de raconter ma journée à ma mère. C'est là que ça devient étrange. Environ à mi-chemin entre l'école et la maison, j'ai remarqué une voiture, une Volvo break bleu foncé, passer près de moi. Aussitôt, toute ma joie a disparu. J'ai ressenti un profond malaise, une sorte de poids dans la poitrine, et j'ai regardé la voiture s'éloigner, sans trop comprendre pourquoi. Un peu plus tard, j'arrive enfin chez moi. En entrant dans l'allée, je vois ma mère ouvrir la porte avant même que je mette la clé dans la serrure. Elle m'attendait, ce qui n'arrivait jamais, d'habitude, je rentrais seul. Tout de suite, j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Elle avait ce regard désolé, ce petit sourire triste qu'on fait quand on ne sait pas comment annoncer une mauvaise nouvelle. Elle venait de recevoir un appel du vétérinaire. Cosmo avait été renversé par une voiture. La conductrice l'avait ramassé et conduit elle-même à la clinique, mais elle avait refusé de donner son nom. Elle avait seulement reconnu qu'elle roulait trop vite au moment de l'accident. Le vétérinaire, lui, avait précisé une seule chose, elle conduisait une Volvo break bleue. Il y a une dizaine d'années, j'étais en Thaïlande, sur l'île de Koh Phangan, pour assister à une full moon party. Une expérience que je ne recommanderais pas à tout le monde. La plage était envahie de monde, des milliers de gens dansaient, buvaient, riaient, les pieds dans le sable et la musique résonnant jusqu'au fond de la mer Noire. Je marchais le long de la plage, un peu étourdi par l'agitation, quand mon regard a croisé celui d'une fille. On s'est fixé un instant, ce genre de moment où l'esprit hésite entre rêve et réalité, avant de comprendre que oui, on se connaissait. C'était la meilleure amie d'une de mes ex. La surprise nous a fait rire tous les deux.
Le monde est grand, mais parfois, il se rétrécit à la taille d'une rencontre inattendue. On a discuté quelques minutes, surpris de se retrouver là, à des milliers de kilomètres de chez nous, sur une île perdue au milieu de la mer. Puis mes amis ont voulu continuer leur chemin, et j'ai dû lui dire au revoir. Je me suis retourné pour les rejoindre, encore amusé par la coïncidence, et là, la première personne que j'ai vue, était une autre fille que je connaissais. Elle, je l'avais croisée à l'école, des années plus tôt. Aucune relation avec la première. Elles ne se connaissaient pas, ne voyageaient pas ensemble, et pourtant, elles se tenaient presque côte à côte sur cette plage bondée, au milieu de plus de 10 000 inconnus. Je me suis arrêté net, incapable de comprendre comment c'était possible. Deux visages familiers, côte à côte, à l'autre bout du monde. Ce genre de moment où la réalité semble trop précise pour être un hasard. Le reste de la soirée s'est déroulé comme dans un rêve. Les lumières, les rires, la mer, tout paraissait un peu flou après ça. Et parfois, quand j'y repense, je me demande si ces coïncidences improbables ne sont pas simplement des rappels du destin, de petits signes qui nous montrent que, même à l'autre bout du monde, certains chemins sont faits pour se croiser. Chez moi, le chauffage fonctionne au propane, avec 2 unités fixées au mur, une dans le couloir du bas et une autre à l'étage. Celle de l'étage m'a toujours causé des ennuis. Une fois allumée, elle chauffe quelques minutes avant qu'un fichu dispositif de sécurité ne se déclenche brusquement. Le bruit est sec, net, un clic qui résonne dans tout le couloir. Un après-midi, j'étais à mon bureau, dans ma chambre. De là, je peux voir le radiateur par la porte ouverte. Mon dos était tourné vers le couloir quand j'ai entendu ce clic. J'ai pivoté sur ma chaise, la flamme s'était éteinte, tout était coupé, exactement comme d'habitude. Rien d'anormal jusque-là. Une demi-heure plus tard, je me lève pour aller aux toilettes. En passant dans le couloir, je remarque un léger grondement. Le chauffage est de nouveau allumé. La flamme danse derrière la grille, stable, comme si rien ne s'était passé. Pourtant, je suis seul dans la maison, et rallumer cette chose demande normalement plusieurs manipulations, ouvrir le gaz, maintenir le bouton d'allumage, attendre que le pilote s'enflamme, puis enclencher le brûleur. Personne n'aurait pu le faire sans que je l'entende. Je suis resté là, un moment, à observer la flamme. Le bruit régulier du brûleur remplissait le couloir, d'où mes inquiétants. Il n'y avait aucune explication logique. Le chauffage s'était remis en marche, seul, comme s'il avait ignoré le verrou de sécurité. J'étais dans un bar en République dominicaine avec mes amis. C'était l'anniversaire de l'un d'entre eux, donc on était là à boire un verre et à s'amuser. On devait être une douzaine ce soir-là, 7 gars et 4 ou 5 filles. L'un de mes potes s'était déjà battu, plusieurs mois plus tôt, sur un terrain de basket. Il s'était disputé avec un type, et ce type avait appelé ses frères. Il l'avait tabassé à 3 contre 1, sans aucune honte. Environ 8 mois plus tard, donc ce soir-là, mon ami aperçoit un de ces gars dans le même bar et nous le dit. Moi, j'étais occupé à draguer une fille quand j'ai vu tout le monde sortir précipitamment, paniqué. Je suis resté là 5 bonnes minutes, le bar s'était presque vidé, alors j'ai fini par sortir pour voir ce qui se passait. Et oui, mes potes s'étaient battus avec ces types, 3 ou 4 d'entre eux. Cette fois, c'est nous qui avons pris le dessus. Vengeance douce, comme on dit. Après la bagarre, on est allé manger des burgers. C'est là que ma mère m'a appelé. Elle m'a dit que quelqu'un avait téléphoné chez nous, sur le téléphone fixe. Aucun de mes amis n'a ce numéro, et il était 2 ou 3 heures du matin. Elle m'a expliqué que le téléphone l'avait réveillée, et qu'en décrochant, elle avait entendu nos voix, en plein milieu de la bagarre. Elle a même reconnu le prénom d'un de mes amis, celui qu'elle connaît, en train de crier « On va se battre ici ». On est resté sans voix en entendant ça. On a tout de suite vérifié tous les téléphones de notre groupe, un par un. Aucune trace d'appel. Rien. Quand je suis rentré chez moi, j'ai vérifié le téléphone fixe, aucune trace non plus. La dernière communication enregistrée datait de 20 heures.
Le lendemain, j'ai demandé à ma mère ce qu'elle avait entendu exactement. Elle s'est contentée de me dire « Vous vous êtes battu dans la rue, non ?» Je ne sais toujours pas ce qui s'est passé cette nuit-là. Franchement, ça dépasse l'entendement. C'est arrivé il y a quelques semaines, et même si ce n'est pas vraiment inexplicable, ça m'a complètement perturbé pour le reste de la soirée. Ceux qui ont vu Donnie Darko comprendront mieux ce que je veux dire. Je rentrais du travail vers 3 heures du matin. Il n'y avait presque personne sur la route. Dans la voie du milieu, j'ai aperçu quelque chose au sol que j'ai d'abord pris pour une pierre. En m'approchant, j'ai réalisé que c'était un petit animal. Instinctivement, j'ai fait demi-tour et je me suis garé à côté de la pauvre bête pour la sortir de la chaussée. J'ai mis les feux de détresse, allumé la lampe de mon téléphone pour y voir plus clair. C'était un petit lapin, son œil droit pratiquement arraché, du sang sur la joue et sur l'asphalte. Après quelques tentatives, j'ai réussi à le pousser doucement vers le bas-côté, sur l'herbe. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué qu'une voiture de police s'était arrêtée derrière moi. Le policier m'avait observé pendant toute la scène sans intervenir. J'ai vérifié que le lapin était hors de danger, lui ai fait un signe de la main et suis remonté dans ma voiture. Le policier m'a suivi un bon moment. C'était à la fois agaçant et un peu humiliant, comme s'il me soupçonnait de quelque chose. Finalement, il a tourné et disparu dans la nuit. À peine avait-il quitté mon champ de vision qu'un autre lapin a surgi de nulle part et a traversé la route juste devant moi, échappant de peu à la mort. Mon cœur s'est emballé, la scène était si soudaine, et voir 2 lapins la même nuit, à cette heure-là, relevait presque de l'impossible. Quelques kilomètres plus loin, j'ai croisé une autre voiture de police qui venait d'arrêter quelqu'un sur le bord opposé de la route. Tout ça donnait une impression étrange, comme si la réalité avait bugué un instant. Et forcément, je n'ai pas pu m'empêcher de repenser à Donnie Darko et à son lapin cauchemardesque. Ce petit animal, blessé mais immobile, assis au milieu de la route comme s'il attendait la mort, m'a plongé dans une sorte de vertige existentiel que je n'arrive toujours pas à oublier. Il y a 2 étés, ma copine et moi faisions une randonnée en pleine forêt, du côté d'Estacada, dans l'Oregon. On avait l'habitude d'explorer ce genre d'endroit à la recherche de champignons étranges, d'insectes rares ou de plantes un peu particulières. Ce jour-là, la forêt était dense, presque étouffante, mais calme. En longeant un vieux tronc couvert de mousse, on est tombé sur une toile immense suspendue entre 2 branches. Au centre, il y avait une araignée gigantesque, bien plus grosse que tout ce qu'on avait pu voir jusque-là. Elle dévorait quelque chose coincé dans les fils de soie, et ce qu'elle mangeait dégageait une sorte de liquide épais, visqueux, qui dégoulinait lentement le long de la toile. Évidemment, on a voulu la prendre en photo. Ma copine a levé son appareil, a réglé la mise au point, et puis, rien. Sur l'écran, la toile apparaissait parfaitement, les feuilles autour aussi, mais pas l'araignée. On l'avait pourtant sous les yeux, à moins de 30 cm. On a recommencé plusieurs fois, changé l'objectif, essayé de filmer, même tenté avec nos téléphones. Toujours rien. Sur les images, il ne restait qu'un vide flou au centre, comme si quelque chose absorbait la lumière. On s'est regardé, un peu nerveux, puis on a essayé de vérifier à nouveau à l'œil nu. Elle était bien là, immobile, ses pattes noires tendues, la proie toujours collée sous elle. Mais dès qu'on passait par une lentille, elle disparaissait. On a fini par repartir, mal à l'aise, en se promettant de revenir le lendemain. On ne l'a jamais retrouvée, ni la toile. Sur nos photos, il ne reste que des images anodines de verdure, de mousse et de branches, mais chaque fois que je les regarde, j'ai l'impression qu'il y a un espace vide au centre, une sorte d'ombre floue qui n'a rien à faire là. Comme si quelque chose refusait encore d'être vu. Je marchais sur un sentier en forêt avec des amis pendant qu'on tripait sous acide, quand on a aperçu 2 silhouettes au loin, peut-être à 400 ou 500 mètres de nous. Le chemin était droit, très long, et on n'arrivait pas à savoir si ces personnes marchaient vers nous ou dans la direction opposée. En avançant, on passe près d'un banc et on trouve un portefeuille rempli de billets,
une grosse somme. On décide de le rapporter au service de sécurité du campus. En continuant sur le sentier, on se rend compte que ce n'est pas deux personnes mais un seul homme qui pousse un vélo. En s'approchant, on voit qu'il a l'air épuisé, les vêtements en désordre. Et là, je reconnais son visage, c'est celui sur la photo de la carte d'identité dans le portefeuille. Je le lui rends. Il nous remercie énormément, expliquant que c'était tout l'argent qu'il possédait. Il insiste pour nous donner une récompense, mais on refuse. Il n'avait que 2 à 400 $, et on lui dit qu'on est juste content qu'il ait retrouvé ses affaires. C'est là que ça devient bizarre. Il repart derrière nous, s'éloignant du campus. Dans cette direction, il n'y a presque pas de chemin de retour, et tous prennent un bon moment à parcourir. On continue de marcher, et alors qu'on arrive près de la sortie du sentier, on voit soudain quelque chose apparaître au loin. C'était comme si une petite forme sortait du sol, pas comme une silhouette qui s'approche lentement sur l'horizon. Et en quelques secondes, on réalise que c'est le même gars. On parle d'accent grave peine 30 secondes à 1 minute après l'avoir quitté. Pourtant, le trajet qu'il aurait dû faire pour réapparaître devant nous prenait au minimum 5 à 8 minutes. Il était trempé de sueur, l'air complètement paniqué, et s'est mis à nous supplier avec insistance de prendre de l'argent pour le remercier d'avoir retrouvé son portefeuille. C'était à la fois gentil et terriblement angoissant. On a tous fini par courir jusqu'à nos dortoirs, complètement effrayés. Je ne l'ai jamais revu après ça, et dans une petite fac de 2000 étudiants, au milieu d'une ville rurale minuscule, cette histoire reste encore aujourd'hui l'une des plus étranges que j'ai vécues. À l'adolescence, j'avais une mobilette, pas chère et pratique pour un étudiant. Une nuit, j'ai fait un rêve où je roulais sur une route sombre et sinueuse. La seule lumière venait de mon phare avant. En amorçant le virage, l'avant de la mobilette s'est brusquement abaissé, un éclair m'a aveuglé, puis je me suis réveillé. Le rêve ne m'a pas particulièrement marqué sur le moment, mais ce flash est resté gravé dans ma mémoire. Le week-end suivant, je rentrais chez moi après une petite soirée à la suite de mes cours du soir. J'ai décidé de prendre une route secondaire pour éviter l'autoroute I-95. C'était une route que j'empruntais souvent pour aller chez un ami, sauf que cette fois, les lampadaires étaient éteints. Le rêve ne m'était même pas revenu en tête. C'était juste une autre nuit à rentrer chez moi dans ma ville, où les pannes d'éclairage public étaient fréquentes. J'arrive dans un virage et je commence à pencher. À ce moment précis, mon phare éclaire un nid de poule que je n'avais pas vu avant. Je serre les freins pour me préparer à l'impact, trop tard pour l'éviter. Dans la même seconde, un énorme camion surgit du tournant et ses phares se reflètent sur ma montre Casio, m'éblouissant complètement. Tout s'est passé en une fraction de seconde. La différence de luminosité m'a totalement désorienté. J'ai roulé sur le nid de poule dans un état de confusion totale. La mobilette a glissé, j'ai chuté sur le côté et j'ai senti le souffle du camion passer tout près, si près que l'air a fait voler mes cheveux. Je n'ai compris que c'était un camion qu'après m'être relevé et avoir regardé autour de moi. Sur le moment, tout ce que je savais, c'est qu'il y avait un nid de poule et soudain un flash. Je me suis assis sur le bord de la route pour réaliser ce qui venait de se passer. Une fois le choc de m'être dit que j'aurais pu mourir passé, le rêve m'est revenu en mémoire. Je suis resté assis là, bien une demi-heure, sans même retirer la clé de la mobilette, qui était couchée dans l'herbe de l'autre côté de la route. Je ne crois pas vraiment aux réalités parallèles ni aux visions du futur, mais même aujourd'hui, y repenser me laisse une étrange sensation de brouillard dans la tête. Il y a environ 7 ans, moi et 3 amis avions décidé de partir en vacances en Floride. Nous étions 2 par voiture, reliés par des talkie-walkie, histoire de passer le temps pendant la route de nuit. Nous venions d'Arkansas, et vers 3 heures du matin, nous traversions l'est de l'Alabama. C'était une zone presque déserte, une route perdue au milieu des bois. On ne croisait une voiture que toutes les 10 ou 20 minutes, pas plus. À un moment, la route s'est redressée. Après une série de virages serrés, elle s'étirait soudain droit devant nous, en légère montée, peut-être 25 ou 30 degrés. Et c'est là que nous l'avons vue.
Une lumière. Un orbe lumineux suspendu juste au-dessus de la chaussée. Pas une voiture, pas un projecteur. Juste cette sphère jaune, brillante, immobile, flottant à quelques mètres du sol. Nous avons aussitôt attrapé les radios. Les gars dans la voiture de tête confirmaient, ils la voyaient aussi. Plus nous approchions, plus la lumière paraissait stable. Pas de mouvement, pas de vacillement. Une lueur continue, presque apaisante, comme celle d'un grand lampadaire urbain perdu au milieu de nulle part. Puis, en arrivant juste en dessous, notre vue s'est brouillée un instant, la lumière a disparu de notre champ de vision, cachée par le toit du véhicule. J'ai tourné la tête aussitôt après, espérant la voir derrière nous. Mais il n'y avait plus rien. Pas d'éclat au loin, pas d'ombre, rien du tout. Juste la route, noire, silencieuse. Avant même que je dise un mot, les amis dans la voiture de devant ont repris la radio. Leur voix tremblait à peine, ils avaient vécu exactement la même chose. Passé sous la lumière, puis plus rien. Disparu. Aucun de nous n'a pensé à s'arrêter. Pas cette nuit-là. Le silence sur la radio en disait assez. Si j'avais été seul, j'aurais sûrement fait demi-tour. Mais là, entouré de 3 témoins, je crois que c'était justement ça le plus troublant, savoir qu'on l'avait tous vu, et qu'aucun de nous n'était capable de dire ce que c'était. Mon petit ami et son meilleur ami jurent que cette histoire leur est réellement arrivée il y a une quinzaine d'années. Mon copain a grandi dans une toute petite ville d'environ 250 habitants, le genre d'endroit où tout le monde se connaît et où, quand tu croises une voiture, tu fais toujours un signe de la main. Une nuit, ils marchaient côte à côte sur l'une des rues les mieux éclairées de la ville. Il n'y avait personne autour, tout était calme, quand ils ont remarqué une silhouette qui s'approchait d'eux, capuche relevée. Pensant que c'était quelqu'un qu'ils connaissaient, ils ont tous les deux lancé un « salut ». La personne a continué d'avancer, et passé pile entre eux, les frôlant presque, puis a poursuivi sa route. Ils ont continué à marcher, et après 2 ou 3 secondes à peine, ils se sont regardés, un peu perplexes, en se demandant « C'était qui, ça ?» Ils se sont alors retournés, et la rue derrière eux était complètement vide. C'était une rue qui traversait la ville d'un bout à l'autre, sans maison ni bâtiment de chaque côté, donc aucune issue possible. La seule explication logique, si on peut dire, serait que cette personne ait soudainement couru sur le côté et se soit allongée dans le fossé. Mais autrement, elle s'était tout simplement volatilisée. Quand j'étais plus jeune, j'étais passionné par la méditation. Mes sens étaient si développés que j'avais l'impression de percevoir tout ce qui se passait autour de moi. Chaque mouvement, chaque vibration, chaque présence semblait me frôler, comme si le monde entier respirait à quelques centimètres de ma peau. Je pouvais savoir où se trouvait chaque chose sans même la regarder. Je faisais des choses que beaucoup auraient jugées impossibles. Je pouvais esquiver des objets lancés vers moi, les yeux bandés, simplement en ressentant leur trajectoire. Ce n'était pas une question de réflexe, mais une forme de perception différente, une sensation pure. Parfois, j'avais de brefs aperçus d'événements avant qu'ils ne se produisent, comme des éclats de déjà-vu qui traversaient mon esprit. Quand j'étais près d'un mur, je pouvais sentir sa présence, comme si une fine pression d'énergie m'en avertissait. C'était une expérience fascinante, presque envoûtante. Avec le temps, j'ai laissé tout cela s'effacer. La vie, les obligations, le travail m'ont éloigné de cette discipline. À force de courir après les heures, j'ai fini par ne plus méditer du tout. J'espère qu'un jour je pourrai ralentir, retrouver cet état de paix et de clarté, vivre vraiment, au lieu de simplement exister. Je me souviens aussi de mes expériences les plus étranges, celles où je me sentais sortir de mon corps. Ces moments avaient quelque chose de surnaturel, comme si j'effleurais un autre monde. Mais il y avait un revers. Mon empathie était devenue si forte que je percevais les émotions et les intentions des autres, parfois avant même qu'ils parlent. Ce n'était pas toujours agréable. Souvent, je ressentais la peur, la colère ou la malveillance. Pourtant, il arrivait que certaines personnes dégagent quelque chose de lumineux, une bienveillance sincère. Ces gens-là, je les reconnaissais tout de suite.
Je les gardais près de moi, et sans surprise, c'était souvent chez les médecins et les infirmiers que je retrouvais cette énergie rassurante. C'était à la fin du mois de février, je rentrais chez moi depuis la ville voisine. Il était tombé environ 25 cm de neige quelques jours plus tôt, puis tout avait fondu avant de geler de nouveau, formant une couche de glace. Je roulais sur une route à 6 voies séparée par un terre-plein herbeux, avec plusieurs ouvertures permettant aux voitures de tourner vers les commerces qui longeaient la rue. Le terre-plein n'était pas assez large pour qu'une voiture puisse s'y arrêter sans empiéter sur une voie de circulation. Donc, si quelqu'un venait d'un côté pour tourner à gauche, il ne pouvait pas le faire sans bloquer la circulation, à moins d'être patient ou d'être un idiot. Un type dans un gros SUV a justement fait ça. Il est sorti et a bloqué la voie dans laquelle je roulais. Ce n'était pas dramatique, j'avais encore pas mal de distance pour m'arrêter, environ 400 mètres. J'ai appuyé sur le frein, mais la voiture s'est mise à glisser sur la route mouillée et verglacée. Il y avait une autre voiture dans la voie de droite, donc je ne pouvais pas changer de fil. J'ai essayé de freiner 2 fois de plus avant qu'il ne soit trop tard. Je me suis préparé à l'impact et j'ai lâché le volant pour éviter de me blesser avec l'airbag, mais le choc n'est jamais venu. J'ai fini par me retrouver de l'autre côté du SUV. J'ai repris le volant et l'arrière de ma voiture s'est mis à tourner. J'ai glissé sur les 3 voies avant de m'arrêter juste au moment où mon pare-choc arrière a frotté contre le trottoir opposé. J'étais à l'envers, dans le mauvais sens de la circulation. Le connard dans le SUV a filé comme s'il n'avait pas d'assurance. Je me suis garé sur le parking d'où il venait pour reprendre mes esprits et comprendre ce qui venait de se passer. J'étais coincé dans un boulot minable, celui qui te vide un peu plus chaque jour, mais j'avais enfin une lueur d'espoir, un deuxième entretien prévu le vendredi pour le poste dont je rêvais depuis longtemps. La veille au soir, je m'étais couché tôt, bien décidé à être au meilleur de ma forme. Je me suis réveillé brusquement au son d'une alarme. Pas celle que j'utilise d'habitude, non. C'était l'ancien son, celui que j'avais avant de changer de téléphone, un bip métallique que je détestais. J'ai tendu la main vers mon portable, mais l'écran était noir, complètement éteint. Pourtant, l'alarme continuait de retentir quelque part dans la pièce. Elle s'est estompée peu à peu, jusqu'à disparaître totalement, me laissant dans un silence lourd. En me levant, j'ai remarqué que les lumières ne s'allumaient pas. Plus d'électricité. Pas d'orage, pas de vent, rien d'anormal dehors. Plus tard, j'ai appris qu'une ligne électrique endommagée avait coupé le courant dans le quartier. Malgré tout, j'ai réussi à m'habiller, à me préparer et à filer à l'entretien à temps. Ce qui me trouble encore, c'est l'heure à laquelle je me suis réveillé. C'était exactement celle à laquelle mon ancienne alarme sonnait, alors qu'aujourd'hui je dors toujours 30 minutes de plus. Si je n'avais pas entendu ce son venu de nulle part, j'aurais sûrement manqué mon entretien. Nous avions un chien un peu trop remuant pour rester dans la maison en permanence, alors il passait la plupart de l'été dehors, attaché à une longue laisse derrière le jardin. Il avait tout ce qu'il fallait pour être heureux, un vieux pommier qui lui offrait de l'ombre, un grand massif de forsythia pour se cacher, des mulots à chasser, parfois, des ours descendant de la montagne qu'il pouvait aboyer sans relâche. Il menait une belle vie de chien. Mon frère et moi étions chargés de le nourrir et de lui donner à boire chaque jour. Comme on était des garçons, c'était vite devenu une compétition, celui qui finissait le plus vite. L'eau faisait presque toujours perdre, parce qu'il fallait vider l'ancien récipient et remplir un grand bidon de lait d'1 gallon, alors qu'il suffisait de verser le seau de croquettes pour l'autre. Un jour, c'était mon tour de m'occuper de l'eau. Je remplis le vieux bidon pendant que mon frère discutait avec notre mère dans la cuisine. Je monte dans le jardin, je vide l'eau usée, et en relevant la tête, je le vois justement qui commence à marcher vers moi. Je le taquine en lui disant que j'allais gagner, même si c'était moi qui faisais l'eau aujourd'hui. Il ne me répond pas, et contourne le massif de forsythia par l'autre côté. C'était bizarre. Ce n'était pas du tout le chemin le plus pratique pour aller vers la gamelle de nourriture. Peut-être qu'il voulait me faire peur ? Sauf que je l'avais vu,
donc ça ne marcherait pas. Je décide alors de savourer ma victoire. J'attends qu'il commence à verser les croquettes pour fondre sur lui et lui enlever tout espoir de gagner. J'attends encore. Rien. Je caresse le chien en patientant. Toujours rien. Finalement, je me lasse et je redescends vers la maison. Et là, je trouve mon frère, toujours dans la cuisine, en train de parler avec notre mère. Je n'ai jamais compris ce que j'ai vu ce jour-là. C'était mon frère, j'en étais sûr, sa taille, ses vêtements, sa démarche, le seau de croquettes dans la main. Mais ce n'était pas lui. Un matin, je conduisais vers le travail avec un autocollant posé sur le siège passager. Je comptais le coller sur la voiture plus tard dans la soirée, alors je le gardais à portée de vue, histoire qu'il ne se perde pas. En prenant un virage un peu trop vite, je l'ai vu glisser et tomber sur le plancher. Rien d'extraordinaire jusque-là. Arrivé au travail, j'ai voulu le récupérer avant de sortir. J'ai cherché partout, d'abord sur le plancher, puis sous le siège, entre les coussins, jusque dans les compartiments de portière. Mon véhicule est toujours impeccable, rien ne traîne jamais, donc je m'attendais à le retrouver en quelques secondes. Mais non. 15 minutes entières à fouiller chaque recoin, et rien. L'autocollant semblait s'être littéralement évaporé. J'ai fini par abandonner. Je suis rentré travailler, un peu agacé, en me disant que je le retrouverais un jour ou l'autre. Le temps a passé, la journée s'est écoulée, et j'ai fini par oublier l'incident. Le soir venu, je retourne à la voiture. Je m'installe, referme la porte, et là, juste devant moi, sur le siège passager, l'autocollant repose calmement, exactement à l'endroit où il était le matin, comme s'il n'avait jamais bougé. J'ai fixé la chose un long moment, incapable de comprendre. J'avais inspecté chaque centimètre de l'habitacle, soulevé les tapis, démonté les rangements, et il n'y avait rien. Pourtant, là, il était de retour, sans la moindre trace de déplacement. Je me suis demandé si ma mémoire me jouait un tour, si j'avais rêvé ce moment du matin. Mais non, je me souvenais parfaitement du bruit du virage, du glissement de l'autocollant, de la frustration de ne pas le retrouver. Tout était net, précis. Depuis ce jour, chaque fois que je monte dans ma voiture, j'ai ce petit frisson. Pas de peur, juste une sensation étrange, comme si quelque chose d'invisible s'était amusé à remettre les choses en place, sans que je sache pourquoi. Nous sommes en 2006, j'ai 16 ans à l'époque et je suis à fond dans le jeu vidéo. J'ai un PC de malade que j'ai monté moi-même et un super casque Sennheiser PC 360, avec une réduction de bruit incroyable. Bref, je suis là, tranquillement en train de jouer à World of Warcraft et de discuter avec ma guilde. À ce moment-là, on est dans UBRS, un donjon plutôt bruyant. Il n'y a que ma mère et moi à la maison. Tout à coup, boum. Je ressens et j'entends une explosion monstrueuse, du genre plusieurs bâtons de dynamite qui explosent dans le sous-sol. Toute la maison tremble. Les tableaux tombent des murs, les bibelots chutent des étagères, tout ce qui pend finit par terre. Je cours vers ma mère, persuadé qu'elle vient d'être attaquée par des terroristes ou je ne sais quoi. En arrivant dans le couloir, on se croise à mi-chemin. On se regarde, chacun pensant que l'autre est responsable de ce truc digne d'un film d'action. On finit vite par comprendre qu'aucun de nous ne sait ce qui vient de se passer. On en conclut que, quoi que ce soit, ça vient du sous-sol. À cette époque, on vivait dans une maison préfabriquée, donc on descend tous les deux pour voir ce qu'il en est. Rien. Pas de feu, pas de trou, aucun signe que quoi que ce soit d'anormal se soit produit. Et là, le téléphone sonne. C'est nos voisins qui demandent si tout va bien, parce qu'eux aussi ont entendu cette explosion. Leur maison est à environ 100 ou 200 mètres, et pourtant ils ont ressenti le choc. On leur explique la situation, mais ils ne nous croient pas vraiment, et franchement, on ne peut pas trop leur en vouloir. Au final, je retourne dans ma chambre et découvre que mon chasseur a perdu le jet pour une armure épique de fou, parce que je n'ai pas eu le temps de cliquer sur besoin à cause de ce bug géant dans la matrice. Et on n'a jamais su ce que c'était.
Il y a quelques semaines, j'ai fait un rêve étrange, presque dérangeant. Il portait sur des mondes parallèles et sur une théorie selon laquelle chacun de nous aurait un double vivant dans une autre réalité. Dans ce rêve, ce double prenait parfois notre place, entrait dans notre corps, vivait notre vie pendant que notre esprit restait endormi. Puis, une fois son passage terminé, il transmettait dans notre cerveau tout ce qu'il avait vécu, nos paroles, nos gestes, nos décisions, comme un téléchargement invisible. Dans le rêve, j'ai surpris celui qui prenait possession du corps de ma mère. Je pouvais voir son double, celui venu de l'autre monde. Elle a compris que je la voyais, et à ce moment précis, tout s'est figé autour de nous. Le temps s'est arrêté. Elle s'est tournée vers moi, parfaitement calme, et m'a expliqué que les deux réalités étaient reliées par un passage, une sorte de trou de verre, un couloir d'énergie à travers lequel nos doubles passaient pour échanger nos vies. C'était si net, si cohérent, que je me suis réveillé en sursaut, le cœur battant, en murmurant à voix haute, tout s'explique enfin. Ma petite amie s'est réveillée aussi, effrayée par ma réaction. Les jours suivants, je n'arrivais pas à me sortir ce rêve de la tête. J'essayais de le comprendre, d'y trouver une logique, un fondement scientifique, quelque chose qui pourrait le rendre crédible. Et puis un après-midi, sans prévenir, j'ai ressenti quelque chose d'inexplicable. Le temps a semblé se figer autour de moi, comme si tout l'air s'était épaissi. Les gens se déplaçaient au ralenti, et pendant un moment qui m'a paru durer des heures, j'ai vu des sortes de lueurs traverser les corps. Des éclats de lumière qui entraient et sortaient d'eux, comme des flux de données, des transferts d'énergie. J'étais paralysé, incapable de parler, fasciné par ce spectacle irréel. Puis, au milieu du silence, une voix s'est glissée tout près de mon oreille. Elle a chuchoté, tu sais cette impression qu'on a parfois, quand quelqu'un te raconte ce que tu as dit ou fait, mais que toi, tu n'en gardes aucun souvenir. Ce n'est pas un oubli. C'est ton esprit qui récupère la mémoire téléchargée par nous. La voix s'est tue, le monde a recommencé à bouger, et tout semblait redevenu normal. Mais je ne l'étais plus vraiment. Depuis ce jour, il m'arrive d'observer les gens un peu plus longtemps, d'essayer de deviner si ce sont vraiment eux, ou simplement la version d'eux-mêmes qui vient d'un autre monde. Cette histoire me laisse encore perplexe. J'avais environ 12 ans et j'avais invité 6 ou 7 amis chez mon père, à la campagne, pour fêter mon anniversaire en février. Cette nuit-là, on avait décidé de camper dans le jardin, dans un petit bois clairsemé à une centaine de mètres de la maison. On avait monté 2 tentes sur un chemin dégagé au fond du terrain, là où mon père passait d'habitude avec son pick-up pour rejoindre la limite de notre propriété. De l'autre côté, il y avait une forêt dense qui s'étendait sur des dizaines d'hectares. Vers minuit, après avoir raconté les histoires de fantômes de rigueur autour du feu, on est allé se coucher. Plus tard dans la nuit, je me réveille en entendant mon père hurler mon prénom. Il criait si fort et avec une telle colère que j'ai tout de suite compris qu'il était furieux. Je me tourne vers mes amis, réveillés eux aussi, et je leur demande depuis combien de temps ils criaient. Ils me répondent qu'ils viennent juste de se réveiller, qu'ils n'en savent rien. Je sors donc de la tente en vitesse et je cours jusqu'à la maison pour comprendre ce qui se passe. Mon père était livide. Il devait partir à Atlanta avec une équipe pour superviser des réparations sur les lignes du MARTA, le métro local, pendant une courte fenêtre de maintenance entre 2 et 5 heures du matin. Il m'a dit qu'il était 3 heures, et qu'il nous cherchait depuis 1 heure du matin. Selon lui, il avait conduit son pick-up jusqu'à nos tentes, avait braqué les phares sur elles, avait klaxonné, crié nos prénoms, et avait même fait le tour du terrain plusieurs fois sans obtenir la moindre réponse. Il était persuadé qu'on n'était pas dans les tentes et qu'on était sorti faire des bêtises. Il m'a prévenu qu'il devait partir, soulagé qu'on soit sain et sauf, mais que j'étais dans un sacré pétrin pour le lendemain. Je suis retourné voir mes amis, épuisé d'avoir dû me justifier, et je leur ai tout raconté. Tous ont juré qu'ils n'avaient rien entendu, ni le moteur, ni les phares, ni le klaxon, ni les cris. Ils se sont tous réveillés exactement au même moment que moi, quand mon père a crié depuis beaucoup plus loin. Le lendemain, personne ne nous a crus. Ma sœur m'a même demandé en secret ce qu'on faisait vraiment cette nuit-là. Et,
Cerise sur le gâteau, je me suis fait punir. Encore aujourd'hui, mon père et mes frères et sœurs sont persuadés qu'on était sortis de nos tentes. Ils trouvent impossible qu'on ait tous dormi si profondément sans entendre ni voir quoi que ce soit, pour ensuite se réveiller ensemble au même instant. Mais moi, je n'ai jamais trouvé d'explication. C'est comme si nous avions littéralement disparu pendant 2 heures, avant de réapparaître tous en même temps, exactement là où nous étions. J'attendais le train avec un collègue ce matin-là. Les wagons étaient bondés, serrés au point qu'il a réussi à se faufiler à l'intérieur tandis que je préférais attendre le suivant, prévu 7 minutes plus tard. Il m'a lancé un signe avant que les portes ne se referment, et le train est parti dans un grondement métallique. J'étais tranquille, je ne voyais pas d'inconvénient à patienter un peu. Le train suivant est arrivé à l'heure. Je suis monté, j'ai trouvé une place près de la porte, et le trajet s'est déroulé sans le moindre contretemps. Rien d'anormal. Une fois arrivé au travail, je suis allé directement à mon bureau, j'ai posé mes affaires et allumé mon ordinateur. 2 minutes plus tard, la porte d'entrée s'est ouverte, et j'ai vu mon collègue entrer. Je lui ai lancé, un peu moqueur, « T'as pris le temps de t'arrêter pour un café, ou quoi ?» Il s'est figé, les yeux écarquillés, comme s'il venait de voir quelque chose d'impossible. Il m'a fixé longuement avant de dire, d'une voix hésitante, « Non, je viens juste de descendre du train. Comment t'as pu arriver avant moi ?» Son ton n'avait rien de plaisant. Il avait l'air sincèrement troublé. J'ai voulu rire, mais quelque chose, dans son regard, m'en a empêché. Il y avait une sorte d'incompréhension mêlée à une peur discrète, comme s'il cherchait une explication logique à une chose qui n'en avait pas. Il m'arrive un phénomène étrange, récurrent, que je n'ai jamais su expliquer. Parfois, sans raison apparente, toutes les sources de lumière artificielle autour de moi s'éteignent d'un seul coup. Cela dure à peine 1 ou 2 secondes, mais c'est toujours net, précis, presque trop synchronisé pour être un hasard. Les plafonniers, les lampes, les écrans d'ordinateur, les télévisions, les touches rétroéclairées du clavier, même les petits voyants des multiprises ou des chargeurs, tout s'éteint. La pièce reste baignée seulement par la lumière naturelle, celle du soleil qui filtre à travers une fenêtre, ou la flamme d'une bougie si j'en ai allumé une. Je peux encore voir les formes, les ombres, mais plus aucune lueur électrique. Ce n'est pas une panne de courant. J'ai vérifié, encore et encore. Mon ordinateur portable reste allumé, sa batterie intacte. Ma tablette, débranchée, s'éteint tout de même, puis se rallume comme si rien ne s'était passé. Mon lampadaire, qui a une ampoule à télécommande, ne se réinitialise pas, ce qui prouverait qu'il n'a pas été coupé par le circuit. Et pourtant, la lumière a bien disparu. Le plus troublant, c'est que cela ne semble arriver qu'à moi. Personne autour ne réagit, personne ne remarque rien. Si je suis seul, le silence paraît encore plus dense, comme si le monde retenait sa respiration. Et quand je suis avec d'autres, ils continuent simplement à parler, à bouger, comme si rien ne s'était produit. Cela arrive où que je sois, chez moi, au travail, en voyage. Une fois tous les 2 ou 3 mois, parfois plus souvent. J'ai fini par m'y habituer, mais chaque fois, un léger frisson me traverse. Parce que, pendant ces 2 secondes, j'ai la sensation que quelque chose se déconnecte. J'ai souvent des expériences étranges. Avant tout, je veux préciser que je ne crois pas au paranormal, à la voyance ou à quoi que ce soit de ce genre. Pour moi, tout ça relève surtout de la manipulation et du profit. Mais il m'arrive d'avoir ces sensations de certitude absolue. Ce sont des moments très intenses, où je sais à 100% que quelque chose va se produire. C'est une impression soudaine, écrasante, et à chaque fois, elle s'avère exacte. Cela peut être quelque chose de totalement anodin, comme deviner le prénom de quelqu'un, ou beaucoup plus dérangeant, comme pressentir la mort d'une célébrité, ou encore prédire un chiffre précis, un parmi des milliers. Ces sensations surgissent sans prévenir, au hasard, et je n'ai jamais pu les contrôler ni en tirer le moindre avantage.
Il m'est déjà arrivé, par exemple, de deviner le bon numéro à la roulette alors que je ne jouais même pas, plusieurs fois de suite. Si je pouvais déclencher cette certitude à volonté, je serais probablement millionnaire. En général, quand il s'agit de chiffres ou d'événements immédiats, la sensation survient quelques secondes avant que ça ne se produise. Pour les choses plus graves, comme des décès ou des tragédies, c'est différent, c'est comme si une personne m'attirait soudainement, comme si mon attention se fixait sur elle sans raison, et peu après, quelque chose de marquant se produit. C'est très difficile à décrire. C'est comme si une lumière s'allumait dans ma tête, accompagnée d'un bref pic d'adrénaline, d'un élan de confiance absolue. À cet instant précis, je sais que je suis en train de vivre un de ces moments-là. Un ami proche, témoin de plusieurs de mes prédictions, en est carrément troublé. Mais je n'en parle pas beaucoup, parce que moi-même, je n'arrive pas à croire vraiment à ce genre de choses. C'est juste, comme un petit super-pouvoir inutile, fascinant mais sans aucune utilité concrète. J'avais 12 ou 13 ans à l'époque. Une nuit, je dormais chez un ami. On était assis à la table de la cuisine, en train de jouer aux cartes. Il devait être 2 ou 3 heures du matin, le genre de moment où tout devient un peu silencieux, un peu irréel. Je me souviens avoir levé les yeux vers la fenêtre au-dessus de l'évier. De là où j'étais assis, je pouvais voir le reflet du couloir derrière moi. Et dans ce reflet, j'ai aperçu la silhouette du père de mon ami, debout dans l'embrasure de la porte de sa chambre. Il avait l'air à moitié endormi, un peu voûté, comme quelqu'un qui vient de se lever sans allumer la lumière. J'ai trouvé ça normal sur le moment, son père travaillait souvent de nuit, avec des horaires étranges. Quelques minutes passent, et rien. Pas un bruit de pas, pas de porte qui se ferme, pas d'eau qui coule dans la salle de bain. Je lève de nouveau les yeux, la silhouette a disparu. Alors je demande à mon ami, un peu distrait, « Et, ton père est parti où ?» Il me regarde, perplexe. « Mon père ? Il est parti au boulot vers 9 heures. » Je sens mon cœur battre plus vite. J'essaie d'expliquer, je bafouille, je lui dis que je viens de le voir, là, juste derrière moi, dans le couloir. Mon ami rit, persuadé que j'invente une histoire pour lui faire peur. On adorait se raconter des trucs étranges, c'est vrai. Mais cette fois, je n'étais pas en train de plaisanter. Je sais ce que j'ai vu. Le reflet dans la vitre, la silhouette parfaitement immobile, les épaules, le pyjama clair. Ce n'était pas une ombre, pas une illusion. Et pourtant, il n'y avait personne. Toute ma vie, ma mère, moi, et quelques autres membres de notre famille ou de notre tribu avons fait des rêves qui se réalisent. Souvent, ces rêves mettent en scène d'autres personnes ou des personnages composites qui semblent jouer un rôle pour nous révéler des choses qu'il nous serait impossible de savoir autrement. Voici l'un de ces épisodes. Souvent, quand je rêve de quelqu'un qui va mourir, même si je ne m'en rends pas compte tout de suite, c'est seulement plus tard, quand tout s'éclaire, que je comprends, je tombe malade dans la vraie vie pendant quelques jours. J'ai des symptômes vagues, sans lien entre eux, qui durent un moment, accompagnés de ces rêves, puis il y a une sorte de « révélation » et je vais mieux. C'était en 2013. Je travaillais de nuit et je vivais dans un très bel appartement. J'ai attrapé ce que j'appelle la maladie. J'étais nerveux, je me grattais, je toussais, j'éternuais, j'avais le nez qui coulait. Imaginez quelqu'un en léger sevrage, à un niveau 1 ou 2 sur une échelle de 10. Et chaque nuit, je faisais le même rêve, un homme sans visage me prenait par la main et me guidait à travers une forêt. Pendant près d'une semaine, j'ai eu peur de dormir, car je savais qu'il m'y attendait, qu'il allait encore essayer de me montrer quelque chose, et j'étais terrifié. Puis, le vendredi, je me suis réveillé en pleine forme, comme si rien ne s'était passé. J'avais refait le rêve cette nuit-là, sauf que cette fois, j'avais accepté de le suivre. Il m'a conduit au même endroit dans les bois, un lieu vaguement familier, et m'a montré un tas de branchages avant de disparaître. J'ai regardé autour de moi, rien de particulier, puis je me suis réveillé. Le soir même, en arrivant au travail, les infos passaient à la télévision. Ils avaient retrouvé un corps dans les bois,
tout près de mon immeuble, là depuis plusieurs jours. L'homme avait été tué et enterré dans une tombe peu profonde, à moins de 100 mètres de mon appartement. Autant dire que j'étais bouleversé. Mais le plus étrange, c'est que ce genre de choses m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie. Je crois que je suis mort ce soir-là, ou quelque chose d'approchant, mais d'une façon ou d'une autre, je suis encore là. Franchement, cette histoire me dépasse encore aujourd'hui. Je roulais sur une route à 4 voies séparées par un grand terre-plein herbeux, 2 voies dans chaque direction. Il était environ 10 heures du soir. J'étais seul dans ma voiture, tranquille, musique à fond. La vitesse limitée était à 55 km/h environ. À un moment, je baisse les yeux une seconde pour appuyer sur le bouton d'avance rapide de la radio, et quand je relève la tête, je ne vois que des phares. Une voiture arrive droit sur moi, à moins de 3 mètres du capot. Je conduis une Subaru WRX, qui tient bien la route, mais là, à cette distance et à cette vitesse on allait tous les deux à environ 55 km/h, impossible de freiner. J'ai juste eu le réflexe de tourner le volant à droite de toutes mes forces pour passer sur la voie d'axe en grave côté, puis à gauche pour que l'arrière de la voiture suive sans partir en tête à queue. Je ne sais pas comment, mais j'ai évité la collision. Pas un choc, pas une éraflure. Rien. Je me suis arrêté sur le bas-côté, le cœur battant à 100 à l'heure, encore secoué par la manœuvre que je venais de faire. J'ai regardé dans le rétroviseur et j'ai vu les feux arrière de l'autre voiture s'éloigner, comme si de rien n'était. Mon pare-brise arrière est teinté, alors j'ai ouvert la portière pour mieux voir. En 2 secondes à peine, le temps de me pencher dehors, plus rien. La voiture avait disparu. La route était droite, dégagée, sans fossé ni virage où elle aurait pu s'enfoncer. Pas de bruit de freinage, pas de crash, rien. Juste, le vide. Depuis ce jour, je n'arrive pas à m'en remettre. J'ai vraiment eu la sensation que quelque chose s'était interrompu dans la réalité, comme si j'étais mort dans cet impact qui n'a jamais eu lieu, et que j'avais été replacé ailleurs, dans une version où tout s'était bien passé. Moralité, achetez une Subaru. J'ai toujours su qu'elles avaient de bonnes notes en sécurité, mais je ne pensais pas qu'elles pouvaient littéralement me sauver de mourir dans un bug de la matrice. J'ai un sosie, quelque part dans un autre état. Nous nous sommes rencontrés par hasard sur Internet, à cause d'une confusion. Une femme nous avait prises l'une pour l'autre avant de se rendre compte de son erreur. C'est ce petit malentendu qui nous a mis en contact. En discutant, on a découvert que nous partagions la même maladie génétique, un trouble si rare qu'il touche à peine une personne sur plusieurs milliers. Et comme si cela ne suffisait pas, nous avons aussi une autre affection peu commune en commun. Ce genre de coïncidence devrait s'arrêter là, mais non. Nous avons la même tasse préférée, exactement le même modèle, et le même album fétiche, celui qu'on écoute quand on veut se sentir apaisé. On ne s'est jamais vu en vrai. 4 années nous séparent, mais nos vies semblent se répondre. Nos parents ne se connaissent pas, aucune trace de lien familial. Pourtant, chaque jour, quand on se parle, on remarque à quel point nos journées se ressemblent. Ce qu'elle vit, je le ressens souvent au même moment. Nos humeurs, nos intuitions, nos petits gestes du quotidien, tout semble synchronisé. C'est étrange, parfois même un peu troublant, comme si une part de moi vivait ailleurs, dans une autre vie parallèle. Mais malgré cette étrangeté, je suis heureuse de l'avoir rencontrée. Il y a quelque chose de réconfortant dans cette connexion improbable, comme si le hasard s'était amusé à créer une sorte de reflet, pas identique, mais familier, juste assez pour me rappeler que certaines rencontres défient toute logique. Ce n'est pas grand-chose, mais ça s'est passé le week-end dernier. Mon demi-frère fêtait ses 30 ans et il y avait une petite fête chez mon père. L'agencement de la maison fait qu'il y a une petite porte entre le salon et la cuisine. À cause du monde, des chaises avaient été ajoutées un peu partout. L'ami de ma belle-mère et moi étions assises côte à côte sur 2 chaises, côté salon, juste à côté de cette porte. En face de nous, quelqu'un d'autre était assis et nous discutions tranquillement.
Pour aller du salon à la cuisine, il fallait passer juste devant nous, par cette porte. À un moment, ma cousine passe devant nous pour aller dans la cuisine. 2 ou 3 minutes plus tard, la personne à qui nous parlions nous dit que cette cousine était montée à l'étage pour lui chercher quelque chose. L'amie et moi nous regardons, un peu surprises, et on lui dit « Mais non, elle est dans la cuisine, on vient de la voir passer devant nous. » L'autre insiste en disant qu'elle est montée. On se regarde à nouveau, complètement perplexe, parce qu'on l'a clairement vue aller dans la cuisine et, sans aucun doute possible, elle n'est pas repassée devant nous pour retourner à l'étage. Il n'y a d'ailleurs aucun autre chemin qu'elle aurait pu emprunter, pour remonter, il faut forcément passer juste devant nous. L'ami se lève alors pour aller vérifier dans la cuisine. Et, incroyable mais vrai, ma cousine n'y est pas. Quelques minutes plus tard, elle redescend de l'étage avec ce qu'elle était censée aller chercher. Nous sommes restés un long moment à en parler, à nous redire que nous l'avions bel et bien vue passer une première fois et qu'elle n'avait absolument pas pu remonter sans qu'on s'en rende compte. Avec la disposition des lieux, c'était tout bonnement impossible. C'était comme si la réalité avait bugué, comme un petit reset qui l'aurait replacé en haut sans logique apparente. Je jouais de la batterie dans une église, autrefois. Les offices du dimanche suivaient toujours le même rythme tranquille, mais jamais un véritable plan. On connaissait les morceaux, bien sûr, mais rien n'était figé. On se contentait de se lancer dans la musique, de suivre l'énergie du moment. J'improvisais la plupart du temps, jouant selon ce qui sonnait juste pour le groupe. Un dimanche, on était en plein morceau. Tout roulait, la section rythmique tournait parfaitement, et comme souvent dans ces moments-là, mon esprit a décroché. Mon corps savait quoi faire, les mains frappaient d'elles-mêmes, en pilote automatique. Je me suis mis à penser à autre chose, à ce que j'allais manger après le service, aux gens dans la salle, à tout sauf à la musique. Puis quelque chose d'étrange est arrivé. J'ai remarqué que ma main droite, celle sur le Charleston, ralentissait. Mes coups devenaient plus doux, plus espacés. Je voulais frapper plus fort, reprendre le rythme habituel, mais mon bras ne répondait plus. Il continuait tout seul, comme guidé par une autre volonté que la mienne. Pendant une seconde, j'ai eu peur. Puis j'ai levé les yeux, et j'ai compris. La pasteur, qui jouait du clavier et chantait, avait commencé à ralentir le morceau, à le faire glisser vers une transition douce, presque solennelle. Et sans le savoir, sans même la regarder, j'avais suivi son mouvement parfaitement. Ma main avait anticipé la fin, comme si elle avait entendu quelque chose que ma tête n'avait pas perçu. Si mon bras n'avait pas fait ça, j'aurais continué à frapper fort, à briser cette atmosphère délicate, et tout le morceau aurait été gâché. Quand la dernière note s'est éteinte, j'ai regardé mes mains. Elles tremblaient légèrement, encore prises dans cette étrange synchronie. Ce jour-là, j'ai compris que parfois, la musique jouait à travers moi plus que je ne la jouais moi-même. Ça s'est passé il n'y a pas très longtemps. Mon partenaire et moi rentrions chez nous après un dîner tranquille. La route était déserte, la radio murmurait, et tout semblait normal jusqu'à ce qu'un grand clac retentisse du côté droit de la voiture. Le rétroviseur venait de se replier brusquement sur sa charnière, comme s'il avait été frappé. On s'est aussitôt arrêté, le cœur battant, sans comprendre ce qui venait d'arriver. Quand on est sorti pour vérifier, le mystère s'est épaissi. Le rétroviseur était plié vers l'intérieur, mais ce qui nous a surtout frappé, c'est que toute la partie arrière du boîtier avait disparu. Arraché net, envolé. Pourtant, aucune autre trace d'impact sur la carrosserie, aucun éclat de peinture, rien sur la portière ni sur le pare-choc. On a refait le trajet à pied sur une 50aine de mètres. Pas de débris, pas de morceaux bleus sur l'asphalte, rien dans les herbes au bord de la route. On a même vérifié les poteaux téléphoniques et les trottoirs, au cas où on aurait frôlé quelque chose sans s'en rendre compte. Aucun signe de choc, aucune trace fraîche. C'était comme si le miroir avait été frappé par quelque chose d'invisible, quelque chose de précis, qui n'avait touché que cette pièce-là avant de disparaître. Le reste de la voiture était intact, comme si rien ne s'était produit. Sur le moment,
on a essayé de rationaliser, de trouver une explication logique, un oiseau, un caillou projeté, un objet tombé d'un véhicule, mais rien ne collait. Le bruit, l'angle, la disparition totale de la pièce, tout était trop étrange. Je me souviens de cette histoire parce qu'elle m'a terrorisé pendant 3 semaines entières. Certains diraient que c'était un simple déjà-vu, mais pour moi, c'était autre chose. J'avais fait un rêve où mon père, ma mère, mon frère, ma sœur et moi étions à table en train de dîner. Tout se passait bien, jusqu'à ce que mon père reçoive un appel de mon oncle lui annonçant que mon grand-père était décédé. J'ai vu sa réaction, puis d'un coup, je me suis retrouvé à l'enterrement de mon grand-père, debout à ses pieds. Tout le monde autour pleurait. Je portais un t-shirt blanc et un jean noir. En levant la tête, j'ai vu la fille de mon grand-père, venue de Dubaï, pleurer à chaudes larmes. Ce cri m'a réveillé en sursaut. J'ai compris que ce n'était qu'un rêve et je suis passé à autre chose. 2 semaines plus tard, la scène s'est reproduite exactement comme dans mon rêve. Mon père a reçu l'appel, la même voix, les mêmes mots, la même disposition des plats sur la table. Tout. Nous avons rapidement réservé nos billets de train pour aller là-bas. Me souvenant parfaitement de mon rêve, j'ai décidé de changer le cours des choses. Au lieu du t-shirt blanc et du jean noir, j'ai mis une chemise noire et un jean bleu. J'étais plongé dans mes pensées tout le long du trajet, presque détaché de ce qui se passait. Le lendemain matin, nous sommes arrivés. Tout était identique à mon rêve, les pleurs, l'atmosphère, la douleur. En voyant le corps de mon grand-père, j'ai reconnu chaque détail. Quelqu'un a dit que sa fille venait d'arriver, et malgré ma tristesse, j'ai eu un léger sourire nerveux en pensant à ce rêve qui semblait vouloir me faire peur. Ma tante m'a alors demandé de venir porter une bonbonne d'eau. En l'apprenant, mon cousin m'a bousculé sans le vouloir et l'eau s'est renversée sur moi. Ma mère m'a dit d'aller me changer, tandis que mon père me lançait un regard furieux. Gêné d'avoir provoqué un incident à un enterrement, je me suis vite changé sans trop réfléchir, puis je suis allé m'asseoir près du lit funéraire, du côté où reposait la tête de mon grand-père. Quelques minutes plus tard, mon petit cousin, âgé d'accent grave peine 4 ans, a soulevé le drap au niveau des pieds. J'ai vu ça et je me suis précipité pour le remettre en place. À cet instant précis, j'ai entendu un cri derrière moi. Je me suis retourné et j'ai vu la fille de mon grand-père, celle de Dubaï, en train de pleurer exactement comme dans mon rêve. J'étais pétrifié. Tout était identique, les vêtements, les gens, la disposition dans la pièce. Et puis, cherchant un peu de réconfort, je me suis dit que j'avais au moins changé de tenue, jusqu'à ce que je baisse les yeux. Sans m'en rendre compte, j'avais remis exactement les mêmes vêtements que dans mon rêve, le t-shirt blanc et le jean noir. J'avais littéralement revécu chaque détail de ce rêve, du début à la fin. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.